Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors nous sommes toujours au mois d'avril, on parle toujours de psychologie et aujourd'hui on a la chance de recevoir Sylvie et Aude pour nous parler de la thérapie par le corps. En tout cas, le corps reste le moyen en fait d'accéder au travail, on peut dire ça comme ça ? Oui, Ben oui. tout à fait. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Vas-y Sylvie, je t'en prie. Bon, alors je suis Sylvie, je suis fascia-praticienne. J'ai aussi fondé l'école du sentir et puis je suis autrice. J'ai écrit un livre Qui s'appelle ? qui s'appelle Tous les enfants sont différents. Super. Bonjour. Bonjour. Donc je suis Aude, je suis kinésiologue spécialisée en touch for health. Donc c'est la santé par le toucher, qui est la technique socle de la kinésiologie. Voilà, et j'exerce en cabinet et je donne aussi des formations pour transmettre justement cette fabuleuse technique voilà, à d'autres personnes qui souhaiteraient prendre soin d'elles-mêmes ou prendre soin des autres. Et comment vous en êtes venu à travailler sur le corps ? Est-ce que ça a été quelque chose qui a été immédiat ou quel est votre parcours un petit peu en quelques mots ? Sylvie, tu veux commencer ? Oui, mais moi j'ai commencé au début, j'étais infirmière. J'étais infirmière pendant quelques années. Et donc ce rapport au corps malade et aux soins aux autres m'a beaucoup questionnée. Et qui m'a amené après à faire des études de psychologie transpersonnelle, donc à étudier le rapport du corps au psychisme et du psychisme au corps, mais aussi du corps et du psychisme on va dire au mystère de l'origine qui fait qu'on est vivant là ici. Et la question de la maladie, on va dire du mal-être, qu'il soit physique ou psychique, continuait à me poser question. Donc j'ai continué d'étudier et j'ai voyagé de par le monde pour étudier, me rendre compte et apprendre avec d'autres comment les cultures, les climats, les influençaient et la psychologie des personnes et aussi leur rapport au corps et leur rapport au mystère de la vie. Et donc c'est un petit peu plus tard dans ma vie que j'ai rencontré ce tissu des fascias dont je reparlerai tout à l'heure et qui m'a permis de centraliser en fait toutes mes approches, toutes mes recherches et toutes mes études. Voilà, et j'en suis arrivée là comme ça. Donc tu as trouvé la porte des fascias en fait, c'est par là que tu arrives à... Oui, c'est en rencontrant ce tissu, je pourrais expliquer tout à l'heure pourquoi et comment, ça m'a permis de synthétiser, de regrouper en fait tout ce que j'avais appris, compris à l'époque. C'est a pris sens comme ça dans dans ce mouvement du vivant qui anime les tissus du corps et les cellules. À trop hâte d'en savoir plus. Et toi, Aude, du coup, comment t'en es venue à travailler sur le corps ? Moi, un parcours très différent. Moi, c'est pas dans ma vie depuis aussi longtemps. Moi, j'ai hésité à l'époque, quand j'avais 18 ans, entre la psycho et l'hôtellerie. Et je suis partie dans l'hôtellerie pendant 20 ans. Voilà. Donc, en fait, c'est une reconversion. C'est vrai que moi, l'hôtellerie, c'était le rapport avec les autres aussi, mais un rapport un petit peu différent. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie, arrivé vers 40 ans, d'avoir un métier qui avait plus de sens pour moi, de pouvoir aider les autres. Vraiment, moi, les derniers temps, dans mon métier, les gens venaient me voir, me raconter tout ce qui leur arrivait, etc. Donc, voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Et finalement, je me suis dit que j'avais vraiment envie de m'orienter là-dedans. Après, il y avait plein de techniques possibles et là, il fallait trouver laquelle me correspondait le mieux. Et c'est vrai que la kinésiologie, j'en avais fait pour moi, en fait, en 2007, une fois. Et ça m'avait marqué. Et quelques années plus tard, déjà, il y a eu ma fille qui est arrivée, qui est venue faire un grand bouleversement dans tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui a fait remonter beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur moi aussi. Et un jour, voilà, sur un salon à Paris, j'ai fait tomber mon téléphone devant un stand de kinésiologie. Donc, quand j'ai levé la tête, j'ai dit « Ah tiens, ça me dit quelque chose !» Et j'ai réalisé qu'il y avait une école, en fait, à côté de chez moi. Et donc, j'ai commencé à aller voir à l'école un petit peu ce qui se passait. J'ai commencé à faire de la kinésiologie pour moi, déjà. Et en fait, ça m'a tellement aidée, voilà, à dépasser mes stress, à pouvoir avancer plus sereinement dans ma vie, qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc, j'ai commencé la formation pendant presque 2 ans. Voilà, et je me suis installée en 2018. Voilà, et très heureuse aujourd'hui d'avoir mon cabinet et de pouvoir aider les gens, effectivement, avec cette magnifique porte d'entrée qu'est le corps. Voilà. Super.
Donc maintenant, on a envie d'en savoir un peu plus d'aller un peu plus dans le corps, justement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est, du coup, ces fameux fascias? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, je peux en dire, moi, l'expérience première que ça m'a fait vivre. C'est-à-dire que quand parce qu'on est, on a, en fait, ça, on est très axé ou très tourné vers tout ce qui est la perception et la perception de soi. Et donc la perception, serait important peut-être dans un premier temps de dire quelle est la différence entre une perception et une sensation. Une perception, en fait, c'est une sensation qui permet d'avoir une information. Parce qu'on peut sentir qu'on a mal à l'estomac, qu'on a mal aux genoux, qu'on a mal aux pieds, ou qu'on a mal, je sais pas, à l'âme par exemple, sans pour autant avoir que ça ait de sens, sans forcément qu'on puisse donner du sens à cette sensation. Donc souvent on a l'habitude que les sensations soient reliées à la douleur et que ça nous fasse nous sentir. Et moi la grande expérience que j'ai faite en rencontrant la thérapie par les fascias, c'est de me sentir exister à l'intérieur de moi. Donc ça a été une grande révélation et une grande ouverture de conscience. Et donc les fascias, concrètement, c'est du tissu, on en a plein à l'intérieur, on a beaucoup de tissus qui nous habillent à l'extérieur, mais on a aussi beaucoup de tissus qui nous habillent à l'intérieur. Et les fascias, c'est du tissu conjonctif. Et pour être plus clair, j'ai comme habitude de présenter ça comme ça. Oui, c'est une image. Quand on casse un œuf, le jaune, il est entouré par une membrane transparente. Donc, on pourrait dire que c'est le fascia de l'œuf. Voilà, à l'intérieur de nous, tous nos organes, tous nos viscères, tous nos os, notre système nerveux sont entourés de fascia. Donc, les fascias sont plus connus actuellement comme étant les contours des muscles. Mais en tout cas, des fascias, on en a partout. Et si je devais prendre une autre image, quand on mange un pamplemousse, on peut retirer la pulpe de chaque quartier et on se retrouve avec une forme d'exosquelette comme ça. Donc ça, on pourrait dire que ça met à nu les fascias du pamplemousse. À l'intérieur de nous, on est comme ça, contenu par un grand fascia qu'est la peau, mais aussi tous nos organes. Donc il y en a qui sont plus connus, comme par exemple le péricarde autour du cœur ou le péritoine autour des intestins. Mais on en a aussi au niveau du cerveau, de la moelle épinière, de tout notre corps est, à l'intérieur et en même temps dans cette grande enveloppe, contenu dans cette architecture interne qui en fait relie la surface de notre corps à l'intérieur de chaque cellule et l'intérieur de chaque cellule à la surface de notre corps. Et donc c'est une matière, on pourrait dire qui ressemble un petit peu à du cello frais, quelque chose comme ça, qui est plus ou moins épaisse en fonction des endroits où elle se trouve. Et pour donner une ordre d'idée, ça pèse à peu près 20 kilos dans le corps chez un adulte. Donc c'est pas c'est pas rien, c'est une vraie réalité. La spécificité des fascias, en tout cas tellement on me l'a appris dans mon approche, c'est-à-dire que c'est toujours je prends des images des fois pour faire comprendre. On est des êtres vivants, donc on est des êtres en mouvement, on va bouger avec notre corps, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on est aussi animé par un mouvement, une espèce de dynamique. Et l'image, vous voyez, c'est par exemple l'océan. On tire pas sur les vagues pour faire monter la mer et on repousse pas sur les vagues pour qu'elles descendent. On tire pas sur les fans d'une carotte pour la faire pousser. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des forces internes de croissance. Donc ça, j'y reviendrai parce que c'est le sujet de mon livre, qui vont venir de l'intérieur nous animer, mais aussi animer tout ce tissu des fascias. Donc en fait, dans notre approche, dans notre méthode, c'est vraiment une écoute de ce très fine, très subtil, de ce mouvement du vivant qui va s'organiser dans le corps d'une manière très particulière, très très structurée. Donc c'est organisé dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que ça fait appel à une rythmicité interne. Et donc c'est tout ce mystère des fascias qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont médiatisés depuis assez peu et qui en fait ont été découverts par des chirurgiens qui, en opérant, voyaient ces tissus transparents qui en fait eux les empêchaient d'accéder aux organes. Voilà, et donc ce sont eux qui ont découvert, qui ont découvert puis qui les ont vus. Voilà.
Donc il y a un très joli film dessus qui a été fait par le docteur Gimberto sur le tissu des fascias. C'est une belle découverte parce que 20 kilos, quand même, c'est quand même assez présent dans notre corps. Oui, C'est absolument. Ouais. c'est fou. Ouais. Toi, tu travailles pas avec les fascias, tu travailles avec les muscles. Exactement, oui, c'est drôle que tu dises les fascias entourent les muscles. Oui, oui. Nous, on va s'intéresser aux muscles en kinésiologie, effectivement. En fait, c'est une approche globale, les fascias aussi. C'est pas juste la tête, juste le corps, voilà, c'est la personne dans sa globalité qui va être prise en compte. Et pour ça, on va se baser sur, on n'a rien inventé, sur un système vieux de milliers d'années, qui est le système de la médecine traditionnelle chinoise, que sont les méridiens. Alors les méridiens, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Non, vas-y, dis-nous tout. Les méridiens, ce sont des trajets extrêmement précis qu'on a à l'intérieur de notre corps, le long desquels on va retrouver les points d'acupuncture quand on est en acupuncture. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le long de ces trajets va circuler de l'énergie. Alors c'est vrai que l'énergie, c'est pas toujours une notion avec laquelle on est très à l'aise, parce que culturellement, alors ça commence à arriver, mais c'est un peu long. On est loin encore, mais si vous parlez d'énergie en Asie, c'est complètement normal pour tout le monde. Par contre, chez nous, voilà, ça peut rester quelque chose d'un petit peu abstrait, d'un petit peu flou. Mais en fait, il y a de l'énergie dans tout ce qui vit. Donc à partir du moment où on est en vie, on a de l'énergie qui circule dans notre corps. Et quand cette énergie circule correctement dans notre corps de manière harmonieuse, en général, voilà, on va être plutôt en bonne santé parce que le corps va s'auto-réguler, s'auto-régénérer tranquillement. Et puis on va être aussi bien dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre psyché entre guillemets, parce qu'on va avoir accès finalement à tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et moi, Sylvie a utilisé plein de belles images. Moi, j'aime bien utiliser l'image de la maison, dire que notre corps est vraiment comme une maison, avec plein de pièces différentes, et que quand tout va bien dans notre vie, dans notre vraie maison, dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale, dans notre environnement, c'est un petit peu comme si la lumière était bien allumée dans toutes les pièces de notre maison. Et par contre, quand ça va moins bien, qu'il y a peut-être du stress qui est présent, et ça c'est très variable d'une personne à l'autre parce qu'on est tous différents et qu'on ne réagit pas tous aux mêmes choses évidemment, eh bien la lumière peut s'éteindre dans une pièce, plusieurs pièces ou des fois toutes les pièces de la maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça peut pouvoir avoir un impact parfois physique, donc ça peut entraîner des douleurs, des tensions dans le corps, tout ce qui va vraiment se manifester physiquement. Et puis ça peut entraîner évidemment des choses plus psychologiques, émotionnelles. Et là, ça peut impacter notre sommeil, notre confiance en nous, des choses peut-être qu'on n'arrive pas à faire. Moi, j'aime bien donner aussi l'exemple des enfants qui apprennent une leçon, qui la connaissent sur le bout des doigts en la récitant aux parents le soir, et qui le lendemain, arrivés devant la copie, il y a plus de son, plus d'image, on se souvient plus de rien. Voilà, c'est comme si on avait perdu quelque part le fil avec la ressource qui est à l'intérieur de nous. Et donc, effectivement, nous, notre porte d'entrée en kinésiologie, ce sont les muscles. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les stress qu'on a vécus dans notre vie sont enregistrés dans notre corps. On a la mémoire du cerveau qui enregistre plein de choses, mais on a le corps qui garde tout aussi. Et le stress a une incidence sur la tonicité de nos muscles. Il y a des gens qui parfois sentent quand ils ont un gros stress ou qui apprennent une mauvaise nouvelle que les jambes pourraient les lâcher. C'est comme si le corps ne tenait plus en fait. On sent vraiment cette perte d'énergie. Mais parfois on le sent pas. Et ça veut pas dire qu'il se passe rien. Et en allant tester les muscles, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste émettre des petites pressions en fait à différents endroits du corps. On va pouvoir détecter en fait les endroits où l'énergie est bloquée. Donc les endroits où les stress ont été enregistrés, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient dans la biochimie du corps. Et on va pouvoir justement équilibrer cette énergie. Et ça se fait à travers pas mal de techniques. La plupart du temps, c'est des techniques physiques. Donc ça va être des points qu'on va aller stimuler, des points qu'on va aller tenir au niveau de la tête aussi. Et c'est le corps qui va nous indiquer ce dont il a besoin. C'est pas nous qui choisissons la technique, c'est le corps qui va nous dire là où c'est le plus adéquat pour la personne. Et voilà, l'idée, ça va être de lui redonner l'accès à toute son énergie et donc du coup à toutes ses ressources personnelles pour pouvoir se sentir mieux et aller vers ce qu'elle souhaite. Voilà. Passionnant. Ouais. Donc en fait, le corps vous parle et vous raconte son histoire et vous l'aidez à aller mieux. Le corps nous indique les endroits, en tout cas, où il peut y avoir besoin d'aller rééquilibrer les choses et d'aller évacuer les choses. Après, parfois on comprend qu'est-ce qui fait qu'on est dans telle ou telle situation. Parfois, on comprend pas forcément. En tout cas, si les informations doivent remonter, elles peuvent remonter par un mot, par un geste, par un point qu'on va aller masser. Des fois, on sait pas pourquoi les gens disent « je comprends pas », il y a une émotion qui monte. C'est juste le corps qui exprime. Et on aime penser en touch, justement, qu'on respecte le fait que ça remonte que si c'est nécessaire pour la personne. Et c'est aussi que c'est le bon moment pour elle pour pouvoir accueillir ça et pour pouvoir l'aider à avancer dans son présent et dans son futur.
Et toi, du coup, Sylvie, ça parle des muscles, mais les fascias parlent aussi? Les fascias sont autour des muscles, donc j'imagine et autour de chaque fibre musculaire. Donc, je peux imaginer qu'il doit y avoir des voies de passage qu'on va peut-être découvrir euh, ensemble. En tout cas, nous, on est beaucoup basé sur le mouvement. Et si je reprends ton image de la maison, on pourrait dire que pour nous, la personne qui va habiter sa maison, elle peut plus passer d'une pièce à l'autre. Elle est bloquée dans une pièce ou dans 2 pièces et elle va plus pouvoir se déplacer, qu'il y ait la lumière ou pas. Alors, nous, c'est vraiment une thérapie, un rapport au corps qui est basé sur le mouvement, mais sur le mouvement, je dis, c'est le mouvement interne, c'est le mouvement d'une dynamique tissulaire, hein, je redis, voilà, comme la mer qui monte et qui descend. Et bien parfois, parce que les fascias sont très sensibles à tous les chocs, qu'ils soient physiques, psychiques, affectifs ou même sociétaux. Hein, et on en a vécu un, il y a, voilà, avec le Covid il y a 3-4 ans, qui nous a tous arrêtés. Hein. Et donc les fascias ont réagi et réagissent à tous ces chocs-là. Donc en fait, il va y avoir à un endroit, donc la personne va être immobilisée, pour reprendre ton exemple, dans une pièce, comme ça, qu'elle était bloquée dans sa chambre, toujours, ou elle est bloquée dans la cuisine, ou elle est bloquée dans la salle de bain, et elle ne va pas pouvoir, à l'intérieur d'elle-même, vivre tout son potentiel. Donc en fait, nous, notre méthode, elle est basée sur, en fait, pour nous, un déséquilibre, une douleur, un problème vient de la perte de l'origine du mouvement qu'il a créé. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à l'embryologie. Et si je reprends par exemple un exemple un peu plus cosmique, voilà, on sait que voilà, la Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Eh bien, on peut imaginer que dans notre corps, eh bien, à un moment, je sais pas, soit quelque chose, la Lune pourra arrêter de tourner autour de la Terre, ou bien la Terre s'arrêter de tourner ou tourner en sens inverse. Voilà, donc c'est vraiment on va dire, une pathologie du mouvement, mais de ce mouvement interne, qui bien sûr aura des conséquences sur le mouvement externe. Donc, là aussi, hein, les fascias, c'est du tissu embryonnaire, donc qui a été créé, ça je l'ai beaucoup développé dans mon livre, hein, pour le donner à comprendre, dans les tout premiers jours de notre vie. Donc en fait, il va, comme un oreiller à mémoire de forme, garder l'empreinte de tous nos chocs et de tout ce qui nous est arrivé à nous, et aussi parfois à ceux qui nous ont précédés, mais aussi parfois des chocs sociétaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc c'est plutôt une thérapie, on va dire, par le mouvement, où on va remettre du mouvement, recaler ça sur un mouvement qui est donc ça s'apprend, hein, c'est notre méthode, qu'il y a à l'intérieur, hein, il y a le mouvement du vivant, hein, que nous on peut sur lequel on peut se caler et qu'on va rétablir et permettre donc à la personne de pouvoir recirculer librement dans toutes les pièces de chez elle. Hein, c'est comme ça que parfois on peut trouver des personnes qui disent moi je sens plus le bas de mon corps, ou je me sens coupée en deux, ou je me sens fragmentée, ou j'ai plus accès à moi-même, ou je suis à côté de mes pompes, ou et aussi il y a quelqu'un je dis voilà je me sens pas dedans là, je suis pas dedans en ce moment, et en fait c'est vraiment je ne suis pas dans mon corps. Donc peut-être qu'il faudrait ajouter aussi, pour cette compréhension qui accompagne vraiment l'incarnation, c'est-à-dire que les fascias sont porteurs de capteurs spécifiques qui sont complémentaires à nos 5 sens, hein, qui sont donc voir, sentir, goûter, toucher, et il m'en manque un. Oui. Oui, entendre. Voilà. Et donc les fascias sont porteurs de capteurs spécifiques, hein, qui sont les propriocepteurs, qui vont nous permettre de nous ressentir à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est important, et on en fait, pour la plupart, l'expérience quand on se lève, mettons, la nuit, et qu'on se dirige dans le noir, on trouve le sens de notre mouvement. Donc ça, c'est parce que nos propriocepteurs sont activés et efficaces. Les personnes qui ont des problèmes de proprioception ne vont pas pouvoir. Elles vont pas avoir elles sont obligées d'ouvrir les yeux pour savoir où elles sont, ou par exemple pour sentir qu'elles sont assises. Et donc elles nous renseignent, ces propriocepteurs vont nous renseigner sur nous à l'intérieur de nous. Et il y a d'autres capteurs qui s'appellent les interocepteurs, je vais vous faire un petit cours, C'est bien. qui sont vraiment très importants à comprendre, qui nous permettent d'avoir une perception organique de nous-mêmes.
Donc, si j'ai mal à l'estomac, je veux dire j'ai mal à l'estomac. Je veux savoir que c'est mon estomac. Mais je peux aussi avoir que ma sensation d'estomac soit agréable. Voilà. Donc, ça nous permet de nous ressentir, nous, à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que, voilà, dans le livre que j'ai écrit, j'ai beaucoup développé ça. Là, c'est comment accompagner, puisqu'on sait tout ça. Donc, comment accompagner les enfants à être en présence d'eux-mêmes et dans ce sentiment d'existence par rapport à eux-mêmes, quoi. Donc voilà, les champs d'application sont vastes, mais ils ont aussi un champ existentiel que moi j'ai beaucoup développé. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est, enfin, ce qui me questionne, c'est, tu dis que l'environnement interagit sur le corps, les tissus. Je pense que tu seras d'accord aussi, Aude. Et parce qu'on parle beaucoup en ce moment, par exemple, d'éco-anxiété. Donc, on parle beaucoup des gens qui sont déprimés à cause du contexte extérieur et de la société. Mais on parle pas souvent de l'inscription que ça laisse dans le corps, en fait. Ça laisse vraiment quelque chose. Absolument. Moi, j'ai vraiment pu mesurer, voilà, quand j'ai recommencé à travailler après le confinement, qui était donc un arrêt circonstancié, soudain, de toute une population, mais aussi de chacun de nous dans notre vie, d'avoir constaté dans le corps un arrêt aussi au niveau de la matière et des personnes qui ressentaient des douleurs qu'elles n'avaient jamais ressenties avant, qui sont des douleurs d'immobilité. Voilà, donc voilà. Après, on pourra développer ça, parce que cette immobilité dans le corps du coup, nous invite à autre chose. Nous invite c'est comme ça, parce que ça nous a saisis en fait. Même si cette période a été vécue agréablement ou pas, on a tous changé notre mode de vie. C'est comme si la vie nous avait dit, bon, mais maintenant, non, vous faites plus comme ça. Et donc, bien sûr, ça a eu beaucoup de conséquences diverses et variées, en fonction de chaque individu, de son contexte de vie, de son mode de vie, de s'il était tout seul, pas tout seul, s'il pouvait parler, pas parler, s'il pouvait bouger à l'intérieur, s'il avait un jardin, pas un jardin. En tout cas, ça a eu des impacts très forts, voilà, et de moi, ce que j'ai pu observer beaucoup au niveau osseux. Donc après, ça va carrément dans les os. C'est-à-dire que les fascias sont dans les os aussi. Alors oui, parce que autour de nos os, il y a un fascia qui s'appelle le périoste, donc qui va entourer tout notre squelette, et aussi d'un point de vue embryonnaire, nos os sont du fascia minéralisé. On apprend plein de choses. Oui, donc ça s'imprime de manière extrêmement profonde. Absolument, et c'est pour ça que il y a une possibilité de travailler sur ces structures très profondes. Et donc, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, de ce que j'ai pu percevoir en moi-même et avec les personnes que j'accompagnais, c'est-à-dire que cette période nouvelle, qui est venue et qui est en train de venir et qui n'a pas fini d'arriver, voilà, implique beaucoup notre corps. On a bien vu, voilà, pendant le Covid, c'est le corps, en fait. Si on n'a plus de corps, on peut plus vivre. Et si on a des douleurs, on va mal vivre, que ce soit des douleurs physiques, des douleurs psychiques, ou moi ce que j'appelle des désolations d'âme, qui peuvent aussi créer des douleurs ressenties au niveau du corps. Et donc il y a comme un nouveau rapport au corps qui est en train de se dessiner, dans le sens où ces immobilités qui ont été, on va dire, imposées, on peut dire ça. Imposées, on peut dire ça comme ça. Viennent chercher encore plus en profondeur dans les structures, et ce que je vois, c'est aussi pour libérer des parties de nous-mêmes qui n'avaient pas été sollicitées avant parce que notre mode de vie ne les sollicitait pas. Donc en fait, il y a toute une part de renouveau qui est en train d'émerger de nos propres structures du fait de cet arrêt, qui est venu chercher plus en profondeur des parties qui n'avaient pas été activées. Et qui donc, voilà, si on porte notre attention dessus et on est conscient de ça, il y a, oui, c'est des nouvelles possibilités à travers le corps de contacter, voilà, des perceptions, mais aussi des états de conscience qu'on n'avait pas avant. Passionnant. T'es d'accord avec ça, Aude?
Oui, oui, puis c'est intéressant aussi de se rendre compte que voilà, tout n'est pas mental. On est dans une société très mentale. On essaye de comprendre, mais il y a plein de choses qui se jouent pas du tout à ce niveau-là, en fait. Mmh. Quand il y a des changements extérieurs, effectivement, et comme tu le dis, le Covid a eu un impact très fort, de manière très différente chez chacun d'entre nous. Mais c'est des choses qui s'impriment profondément et on peut avoir tout compris mentalement. Je reçois beaucoup de gens qui ont tout compris mentalement, hein. Je sais pourquoi je vais pas bien, et cetera. Ça veut pas dire qu'ils vont mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont pas été vraiment intégrées, digérées dans leur profondeur, physique, dans leur corps, dans leur chair. Heu et voilà, et on a besoin parfois d'aller travailler à ce niveau-là, et ça peut être un travail complémentaire, hein. Je sais pas s'il y en a un qui remplace l'autre, mais en tout cas, voilà, pour aller vraiment, oui, digérer les choses dans notre corps. C'est vraiment comme ça que je dirais les Ouais. choses. C'est-à-dire que si je peux rebondir dessus, en fait, ce qui est vraiment important et intéressant dans tout ce travail qui, voilà, où la voie d'entrée est en premier le corps, mais qui ne dispense pas de parler ni avant ni après pour mettre des mots. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de, ce que je parlais tout à l'heure, de chocs quels qu'ils soient ou de notre manière de vivre, qui vont intervenir à un âge où on ne sait pas parler, à un stade préverbal. Et donc, dans ce cas-là, un petit bébé, un petit enfant qui va vivre quelque chose, son corps ça va s'imprégner, ça va se marquer. Mais à cette époque-là, il n'aura pas de mots pour le dire. Mais néanmoins, ça va rester en mémoire dans le corps. Et donc, il y a tout un travail aussi pour accompagner soit les petits enfants à aider à dire, et soit les adultes dont les petits enfants à l'intérieur n'ont pas pu dire à une époque où, ben, tout simplement, ils savaient pas parler. Et donc ça a pas pu le cerveau était pas assez mature et assez mûr pour pouvoir articuler des mots là-dessus. Donc c'est vraiment des voies royales, hein, pour venir, travailler sur la période prénatale et la période de la toute petite enfance pour donc soit accompagner les enfants, soit accompagner ce qui s'est passé du temps de la petite enfance. Et vraiment c'est vraiment, comment dire? Magnifique, oui, pour pouvoir donner la parole à tout ce qui s'est passé et qui est resté engrammé dans l'anonymat du corps, dans le secret, dans le non-dit, dans des fois la honte, dans des fois tout ça. Parce que maintenant, voilà, toute cette, on a ces dernières années, on connaît mieux l'approche des traumas et on sait qu'un traumatisme, donc, va figer les tissus, va souvent anesthésier, va bloquer la parole, va sidérer. Et donc ça reste dans le corps comme ça. Et donc les fascias ont cette merveilleuse vertu, hein, de pouvoir absorber les ondes de choc. Voilà, en remettant en mouvement, ce que je disais tout à l'heure, ce qui a été arrêté à partir, voilà, des origines. Bon, ça s'apprend, des origines des mouvements qui nous a créés à l'intérieur. Ça, c'est vachement positif parce que du coup, pour résumer, si on a eu quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, un choc quand on parlait pas, on n'en a peut-être pas conscience, mais si ça revient à la conscience, on peut potentiellement venir te voir ou venir voir une personne qui travaille en thérapie des fascias pour justement aller réparer, si on peut dire ça, ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est pas trop tard en fait. En fait, non, c'est jamais trop tard. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelque chose se soit passé quand on avait, voilà, ça peut paraître étrange, hein, mais quand on était dans le ventre de notre mère ou quand on était tout petit ou même plus grand, et même si c'est quelque chose qui nous arrivait à l'âge adulte, on peut toujours revenir, voilà. Et donc nous, notre pratique, c'est vraiment on est un peu comme les surfeurs en fait. Les surfeurs, ils savent où passent les vagues. Donc ils s'assoient, ils se mettent sur leur planche et ils attendent que la vague passe. Ils vont pas se mettre ailleurs. Nous, on fait pareil. En fait, on sait où va passer le mouvement, on sait comment il passe et on sait de quelle manière il passe. Donc on se pose. Et puis on va solliciter, hein, et on va écouter ce mouvement. Ce qui fait que quand il réarrive, alors ça se passe tout de suite ou des fois c'est plus long, et bien du coup on va apprendre le mouvement comme ça des tissus. Et ce qui est intéressant, justement, comme disait Aude, on va pas chercher à faire sortir quelque chose, mais moi, ce que j'ai observé, c'est que quand le mouvement est réhabilité dans le corps, en fait, revient, c'est en général quasi instantané, le mouvement se remet, la personne ressent l'émotion qu'elle avait vécue sur le moment, l'image lui revient, la scène, comme dans un film, et la parole lui vient. Et elle dit: «Ah mais oui, voilà, je me souviens», voilà, ça je me souviens d'une dame, hein, qui avait,
voilà, un problème sur le côté droit du corps et qui, à un moment, quand le mouvement s'est remis, s'est souvenu qu'elle avait fait une chute de cheval quand elle était enfant. Voilà. Et donc et du coup qui s'est mise à pleurer parce qu'elle avait eu tellement peur. Voilà, donc tout ça revient et on sait dans ces cas-là, voilà, le tissu se remet, l'émotion s'est exprimée, la parole est dite et la sensation de douleur, de gêne qui était là, du coup, est reliée à un événement. Donc psychiquement, c'est très apaisant parce qu'on comprend enfin pourquoi on avait mal et pourquoi on a souffert parfois tant d'années avant de pouvoir mettre, j'ai envie de dire, la main dessus. Et Ça relève en fait le voile de l'amnésie post-traumatique, quoi. Exactement. Mais on passe nous par la remise en mouvement, qui est une proposition. Hein, c'est un petit peu l'effet popcorn, hein, juste à dire que voilà, on ne sait pas quand est-ce que le moment va venir, mais il y a un moment où ça se fait. Et souvent, c'est comme tu disais, Aude, c'est que ce moment, il arrive pas, il arrive à un moment très précis. C'est pas anodin en fait. Ça veut dire que la personne est prête aussi à recevoir ce moment. C'est important de le. Moi, j'aime bien penser ça. J'ai la croyance que voilà que ça remonte. Si je vois pas l'intérêt d'aller gratter le fond de la casserole pour voir un peu ce qu'il y a au fond, si ça sert à rien aujourd'hui. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement, et tu parles de mouvement et la kinésio, c'est le mouvement, c'est la science du mouvement, hein, étymologiquement du mot, et on fait faire des mouvements aussi. Et parfois, j'interroge, même sans tester les muscles, sur comment il est ce mouvement. Si vous faites ça, c'est comment pour vous? Et parfois, pareil, il y a des choses qui peuvent remonter aussi. Des souvenirs ou tiens, ça me fait penser à ça, et il y a des liens qui peuvent se faire, hein, parfois non. Parfois les gens me disent: je vous raconte ça, je vois pas quel est le rapport, et j'en dis: est-ce que justement est-ce qu'il y aurait un lien avec ce qu'on est en train de dire? Et parfois les gens voient le lien, parfois ils le voient pas, des fois ils le voient plus tard, des fois ça a pas de lien et on sait pas pourquoi c'est revenu, mais effectivement oui, par un mouvement le corps peut faire remonter des choses. Et oui, j'aime à penser que c'est pour être utile à aujourd'hui, pour aider la personne à se sentir mieux dans le présent et dans le futur. Ça ne manque pas pour rien. Et est-ce que vous avez des femmes ou des hommes qui viennent vous voir pour des problèmes récurrents? Est-ce que vous avez souvent les mêmes genres de problèmes, de thématiques ou par exemple, Aude, toi, en ce moment, est-ce que tu as une thématique qui revient particulièrement? Alors la thématique principale, c'est le stress quand même, sous toutes ses formes. Voilà, ou des gens qui se sentent bloqués. J'ai beaucoup de gens dans mon cabinet qui arrivent et qui me disent: je me sens bloqué, c'est le flou artistique, je sais plus où j'en suis dans mon boulot, dans ma vie personnelle, etc. Donc ça revient beaucoup. Et les enfants, c'est le sommeil. Beaucoup, beaucoup. Et là, pareil, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Sylvie. Je me rappelle d'une fois où j'avais une séance avec pour un petit enfant qui arrivait pas bien à dormir. Et donc, on a fait la séance en transfert parce qu'en fait, on peut pas tester les muscles directement sur un enfant jusqu'à à peu près ses 5-6 ans. Tout simplement parce qu'en fait, il a du mal à comprendre comment ça fonctionne de tenir son bras ou sa jambe. En général, il va pas vraiment tenir, donc on n'aura pas de test. Donc, on travaille en transfert, c'est-à-dire qu'on travaille via le corps du parent, donc en mettant un toucher physique. Le parent tient la main ou l'enfant touche le parent. Et c'est un peu, moi, je donne l'image toujours de la rallonge électrique, un peu, voilà. Mais ça fonctionne, voilà. Normalement, je l'explique vraiment en se touchant. Donc, on va pouvoir faire les tests via le corps du parent. Et justement, on était sur un premier méridien parce que les méridiens, il y a beaucoup de choses derrière tout ça aussi en termes de symbolique. Et on arrive sur le premier méridien qui s'appelait le vaisseau conception. Et donc je dis au papa, voilà, parce que le vaisseau conception avait besoin d'être équilibré. Et donc je dis, par rapport à la conception de votre fils, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Et là, le papa s'écroule totalement en me disant, j'ai perdu mon père pendant la grossesse. Et en fait, le papa, voilà, l'émotion est montée très très forte, et son fils était là, et du coup, il y a eu un gros câlin entre les deux, et on a senti vraiment, et le père m'a dit, j'ai senti, il y a eu un apaisement chez les deux en fait en même temps. Voilà, et ça, c'était remonté. Alors là, c'était un mot, mais parfois, ce genre de choses peut venir aussi avec effectivement un mouvement. Donc oui, le sommeil est un grand sujet pour les enfants. Mais le stress pour les adultes, le stress de pas pouvoir exprimer ce qu'on voudrait exprimer, le stress, j'ai beaucoup de femmes qui ont des petits soucis avec le fait de poser leurs limites, qui font beaucoup pour le mari, le travail, les enfants, pour tout le monde, et puis elles savent pas trop où elles sont au milieu de tout ça. Donc à un moment donné, j'ai une personne il y a pas longtemps justement qui m'a dit, elle me dit: je me reconnais plus là, je les envoie un peu tous balader parce qu'en fait ça me convient pas. Et elle arrivait à le faire, et tout d'un coup c'était pour elle presque, elle me dit: c'est étonnant, et en même temps elle était soulagée. Elle me dit: il faut quand même que je m'habitue parce que là j'ai pas l'habitude de ça. Donc voilà, mais c'est apprendre effectivement à écouter de quoi moi j'ai besoin en tant que personne. Les besoins des autres, c'est très chouette, c'est magnifique d'être empathique, mais à un moment donné, c'est aussi important d'aller écouter. Est-ce que c'est OK pour moi? Et c'est ce que je dis toujours aux personnes là, quand ils me racontent des choses. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous le vivez bien ça? Parce que si vous le vivez bien, il y a pas de sujet. Par contre, au moment où vous le vivez pas bien, où ça vous dérange dans votre quotidien, c'est là qu'on peut aller travailler dessus.
Et le corps parle, donc il ment pas le corps. Non, il ment pas le corps, ça c'est sûr. S'il y a des blocages, même parfois sur des choses où il y a des personnes qui me disent, bah tiens, je pensais pas que ça c'était un problème, et en fait ils se rendent compte que peut-être en fait ça en est un. Voilà, parce qu'effectivement le muscle va lâcher, et du coup on va peut-être mettre des mots aussi, parce que moi je travaille beaucoup avec les métaphores aussi en kinésiologie. Donc vraiment de proposer, ben voilà, là ça peut être en lien avec ça. On est dans la pièce de l'estomac, de quoi ça vous parle l'estomac, ou voilà plein de petites choses par rapport aux métaphores en médecine chinoise. Mais pareil, c'est elle qui va y mettre du sens ou pas. Et je leur explique toujours ce que je vous propose, parce que moi, en kinésiologie, on pourrait tester de quoi j'ai besoin de parler à la personne. Et beaucoup de kinésiologues testent à peu près tout ce qu'ils vont vous dire. Moi, c'est vrai que j'ai pas cette manière de travailler, parce que donc je me suis focalisée sur le Touch for Health. Et en Touch, la manière dont ça a été créé, on est vraiment dans un modèle de responsabilité de soi. Et voilà, vraiment, c'est la personne, voilà, avec sa conscience qui est présente. Et du coup, en fait, c'est lui proposer des choses, et je lui explique, moi, je vous propose des pistes, en fait. Et est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous parle pas? Et c'est elle qui fait le tri aussi, entre, bah, tiens, oui, ça fait écho, ou ça me fait penser à ça. Et c'est vraiment ces idées à elle qui vont peut-être pouvoir mettre du sens aussi par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, et l'aider à avancer vers ce qu'elle souhaite. Et du coup, je rebondis quand tu dis c'est elle qui fait le travail. Tout à l'heure aussi, tu nous as dit un peu en off quelque chose d'assez important pour toi à ce sujet-là. Oui. Moi, je dis toujours que le pouvoir est chez la personne qui vient en séance, de surtout pas prendre le pouvoir en tant que thérapeute. C'est vrai qu'on peut entendre parfois chez les thérapeutes de dire j'ai fait ça, j'ai soigné, etc. Alors déjà, nous en tant que kinésiologue, on ne soigne pas, hein, on accompagne, on aide à aller mieux, mais le terme de soin, normalement, il est spécifique à la médecine, donc c'est pas un mot qu'on utilise. Mais en tout cas, accompagner vers du mieux-être, oui. Et nous, vraiment dans le touch, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, mais le touch tel qu'il a été créé, il n'est pas forcément pratiqué toujours de la même manière selon les écoles. Mais il y a vraiment ce modèle de responsabilité de soi qui fait que voilà, le pouvoir reste chez la personne. C'est elle qui définit sur quoi elle a envie de travailler, parce que parfois il y a vraiment une direction très claire, et puis parfois c'est plein de choses différentes. Mais c'est pas moi qui vais décider de où on va. Je leur dis, moi je sais pas quelle est votre priorité. Alors des fois les gens savent pas, et ça peut mettre de l'inconfort aussi. Des fois les gens me regardent affolés, mais c'est vous êtes là pour m'aider, vous devriez savoir. Alors on peut tester ça évidemment, mais moi j'aime vraiment aider les gens à aller voir justement qu'est-ce qui compte le plus pour eux. De Donc quoi vous d'arriver avec une intention, en fait, quand on Exactement, vient te voir. vraiment de les aider à essayer d'aller voir qu'est-ce qui est le plus important. Que je leur ai dit toujours, l'objectif, il doit être motivant pour vous. Ça doit être vraiment quelque chose de quoi vous avez envie, comment vous avez envie de vous réveiller demain matin, qu'est-ce que vous avez envie qui est bougé pour vous. Voilà, et ça, il y a que eux qui peuvent le savoir, même si des fois, quand on va pas bien, c'est difficile de savoir ça. Mais c'est reconnecter finalement à soi, à ce qu'on veut vraiment. Et c'est pas moi, en tant que, entre guillemets, d'accompagnant, qui vais diriger ce travail-là. Donc c'est vraiment, moi, je suis là pour les accompagner là où eux ont envie d'aller. Voilà. Et pareil dans le test, en kinésiologie, voilà, parfois le kinésiologue va pas du tout vous demander comment c'est pour vous quand il teste. Il va faire les tests et il va faire le travail sans rien vous demander, pas grand-chose. En touch, vraiment, on s'applique à montrer le test, à faire sentir qu'est-ce que ça fait dans votre corps en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand ça circule bien et quand ça circule pas. Et qu'est-ce qui va aussi aider à refaire circuler à l'intérieur de vous. C'est prendre conscience aussi. C'est énorme, mais c'est tout un travail de prise de conscience de qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens. Moi, c'est des questions que je pose beaucoup en séance. Comment c'est pour vous là? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est des questions qui peuvent mettre très mal à l'aise parfois, parce que parfois on n'a juste pas envie de ressentir. Il y a une femme il y a pas longtemps qui m'a répondu, elle me dit mais j'ai pas envie en fait. Et je lui dis c'est ok. Vous avez le droit de pas avoir envie. Mais moi, j'invite à y aller. Mais parfois, on a vécu tellement de choses difficiles que oui, on n'a plus envie. Une fois aussi, je me rappellerai toujours d'une personne qui avait vécu quelque chose de terrible, parce que son fils avait été, comment dire, on lui avait tapé dessus de manière extrêmement violente, voilà, peu de temps avant, et il avait eu un traumatisme crânien, enfin vraiment quelque chose, une situation atroce. Et donc la maman allait très 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 mal. Et donc elle m'explique, elle me raconte l'histoire. Elle était évidemment en pleurs, ça allait pas du tout. Et puis elle se lève et je lui dis, je vais vous montrer le test musculaire. Et pour montrer le test musculaire, on a besoin juste de mettre le bras devant et de tenir le bras pour que moi je puisse appuyer sur le bras. Et en fait, je lui explique, donc elle tend son bras, et en fait j'appuie sur le bras, et évidemment ça tenait pas du tout. Et donc je lui dis, j'ai besoin que vous teniez votre bras. Et elle me regarde et elle me dit, mais je ne peux plus tenir.
Et là, il y avait rien. Là, pour le coup, on est passé par un autre. Il y a d'autres moyens aussi quand les jambes, parce que parfois les muscles, il y a plus rien qui fonctionne. La réalité, c'est quand il y a un gros stress émotionnel. Donc dans ces cas-là, on a aussi toute une série de points qui vont aider à aller apaiser au niveau du corps, sans passer par le test, parce que malheureusement, parfois, on ne peut pas le faire. Donc, mais c'est laisser, oui, le pouvoir à la personne dans le sens où c'est elle qui décide de ce qu'elle veut travailler et qui vraiment, va nous dire comment c'est pour elle. C'est pas moi qui décide et moi qui fais. Et c'est vraiment important. C'est tout un temps que je prends en début de séance pour qu'elle puisse sentir justement qu'est-ce qui se passe quand ça circule et qu'est-ce qui se passe quand ça circule pas. Et je me souviens, il y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un, je sais plus avec quoi elle est arrivée, avec le travail. Elle me parlait beaucoup de son travail. Et puis au fur et à mesure de la discussion, elle s'est rendue compte qu'en fait, le travail, c'était pas du tout le vrai souci. Donc déjà, elle a eu quelque chose j'ai vu que tout d'un coup, c'est comme descendu à l'intérieur d'elle. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'était complètement autre chose. Vraiment d'être quelque chose de très, très profond. Et à la fin de la séance, elle m'a dit, je viens juste de comprendre que j'avais un corps. Ah ouais, ça c'est fort. Et donc, c'était vraiment parce que oui, on est dans le corps, on va tester le corps et puis on va sentir que le muscle tient pas et puis qu'on va faire des points et que tout d'un coup, ça va tenir et ça remet de la solidité, ça remet de la stabilité, ça travaille sur la posture aussi. Et quand on travaille sur notre posture externe, on travaille sur notre posture interne. Si je me tiens tout avachi, forcément, les émotions, ça va pas être les mêmes que si j'ai les épaules bien ouvertes et que je suis bien droite. Donc, et ça m'avait marqué parce que vraiment, elle était comme, c'était la révélation qu'il y avait un corps. Ça, c'est Juste là pour faire joli. C'est hyper intéressant parce que moi, ça fait écho. Par exemple, moi, je fais beaucoup de séances avec Sylvie. Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir beaucoup, toi, Sylvie, qui sont déconnectés avec leur corps ou pour des problèmes spécifiques Oui, il y a des personnes, donc moi, la notion du sentir, de ressentir et de se percevoir et de donner un sens à ce qui est perçu. En fait, c'est à peu près, c'est beaucoup, c'est la majorité, la plupart, en tout cas des personnes qui viennent me voir, parce que même si, quand il y a un choc, s'il y a une sidération, s'il y a un oubli, s'il y a une anesthésie, et il y a aussi quelque chose nous sur lequel on travaille qui s'appelle l'imperçu. En psychologie, il y a la notion d'inconscient. Nous, on intègre la notion d'inconscient, mais on y ajoute la notion d'imperçu. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec tout ce qu'on appelle un angle mort. C'est-à-dire que, on est en voiture, on veut dépasser une autre voiture, on regarde dans le rétroviseur devant, il y a rien en face, on regarde dans le rétroviseur sur les côtés, on voit rien. Donc on se dit je vais pouvoir y aller, et puis à un moment on tourne la tête, on voit un énorme poids luant, on se dit oh là là, j'ai sauvé ma vie. Et donc on est comme ça, on a des angles morts à l'intérieur de nous, et ces angles morts parfois peuvent se manifester comme des imperçus. Mais ce n'est pas parce que ce sont des imperçus qu'en fait on les ressent pas. Et il y a quelqu'un un jour qui était très intéressant, qui passait son temps à dire mais moi je sens rien. En fait je sens rien. Et elle passait son temps à dire je ne sens rien. Jusqu'au moment je dis mais en fait comment savez-vous que vous ne savez pas? Par quelle partie de vous avez-vous conscience de ce que vous ne savez pas? Et donc, elle a cheminé avec ça jusqu'à un jour, un moment, me dire, mais en fait, voilà, ce que je sens, c'est l'anesthésie. En fait, quand je vais chez le dentiste, il me dit, vous n'allez pas avoir mal. Donc, j'ai pas mal à la dent, mais je sens l'anesthésie. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle est arrivée à sentir l'anesthésie. Et donc, sentant l'anesthésie, on a pu cheminer sur, effectivement, que masquait la douleur qui était derrière cette sensation d'anesthésie qui, finalement, prenait toute la place en disant, je ne sens pas. Mais qu'en fait, pour sentir ce qu'on sent pas, il faut sentir. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, Sarah. Mais c'est hyper intéressant. Pour revenir à ta question, Sarah, en fait, même si on sent pas, il y a quelque chose, c'est un peu comme des fois, il y a comme, je sais pas, parfois, il y a quelque chose qui va gêner. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas, qui je sais pas, qui est pas perçu. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais ton exemple de l'anesthésie est très fort. Parce que on comprend tous, du coup, ce que ça signifie, en fait, de pas sentir. Voilà. Parce qu'on sent qu'on sent pas, en fait. Eh ben oui, on sent qu'on sent pas, mais on sent l'anesthésie. Quand on dit vous n'allez pas avoir mal, je vais vous faire une anesthésie, mais en fait, si. Enfin, moi, je sais que quand je vais chez le dentiste, je sens l'anesthésie, je sens l'ankylose, je sens ma mâchoire qui devient un peu dure comme du bois. Quand on touche, on sent qu'on sent pas aussi. Mais quand on touche, on sent qu'on sent pas, mais on sent ce qui est anesthésieux. Oui. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui demeure, malgré tout. Et au bout d'un moment, je pense qu'on sent aussi quand on s'auto-anesthésie. Oui. Absolument.
hein, voilà. Mais je peux, voilà, j'ai beaucoup d'exemples. Hein, par exemple, quelqu'un qui était venu me voir pour un mal aux jambes. Voilà, et qui, voilà, donc souvent une douleur, pour nous, c'est souvent lié à une immobilité. Souvent la douleur, elle est on dit: «Détendez-vous». On pense que c'est parce que c'est crispé. Mais il y a aussi des fixités, c'est-à-dire que c'est bloqué et donc ça fait mal, ça, parfois. Donc en fait, en remettant du mouvement, en fait, cette femme, lui est revenu qu'elle s'était faite agresser et qu'en fait, ce qu'elle avait bloqué dans ses jambes, c'est qu'elle n'avait pas pu fuir sur le moment. Et donc, elle a dû elle lui est revenue qu'elle dit: «Je peux pas fuir, j'ai pas pu fuir». Et donc, ses jambes se sont mises à bouger. Et donc, elle a remimé la course, qu'elle avait sur le moment pas pu faire, ce qui a libéré dans ses jambes toute l'énergie qui était contenue depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est un exemple, d'imperçu, mais qui fait un peu comme une anesthésie. Mais une anesthésie, elle se sent, en fait. Et voilà, il faudrait renommer, ce mot-là. Parce qu'une anesthésie n'est pas indolore. Mais Mmh. elle met un voile sur une douleur, plus, évidemment, moi je préfère avoir mal d'une anesthésie qu'on m'arrache une dent sans anesthésie, Oui. hein. Et donc il y a des anesthésies dans le corps qui vont comme ça voiler, masquer une douleur beaucoup plus profonde mais voilà, à un moment, petit à petit, il est l'heure, et ça c'est les temps du corps, c'est voilà comme des odes, on va pas décider, on va pas choisir. Et c'est le temps du corps parce que souvent la personne a suffisamment travaillé, elle va être prête à accueillir, ce choc, cette douleur, ce traumatisme ce qui était pas possible avant. Et du coup, ça va comme ça va se dissoudre. Mais en tout cas, dans voilà, cet exemple que je viens de donner, il y avait toute une énergie de défense en fait, de fuite qui était nécessaire pour, échapper à un agresseur qui était resté stocké dans des jambes pendant un certain nombre d'années. Et donc bien sûr, les douleurs disparaissent dans ce cas. Mais ça, c'est un exemple d'imperçu. Voilà. Mmh. Nous, on fait aussi beaucoup avec ce qu'on appelle nous le psychotonus. Donc, et c'est pour ça que moi, ça m'a demandé toute une évolution de mon métier d'infirmière où j'ai beaucoup travaillé dans les services d'urgence où les gens sont entre la vie et la mort. Et là, on va faire sur les gens, parce que quand quelqu'un est dans le coma et qu'il faut lui sauver la vie, voilà, on va pas lui dire: «Mais écoutez, faites quelque chose pour vous». Là, voilà, Sans rien faire. j'attends rien faire. Voilà, donc c'est toute, voilà, je crois que c'est très important. Enfin, moi, ça m'a demandé toute une étude, que j'ai faite en éducation thérapeutique, de différencier quand est-ce qu'il était juste, quand quelqu'un est en urgence, dans une urgence vitale, comme quand dans mon métier, ou bien écoute, il faut faire. Et puis, quand il y a, voilà, des travaux qui sont plus des travaux d'accompagnement, comme tu parlais, Aude, ou dans ces cas-là, moi, j'ai dit qu'en fait, on fait avec. Donc, et nous, du coup, avec cette méthode du psychotonus, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, l'approche avec les facettes, parce qu'on peut travailler en même temps sur le corps et en même temps sur le psychisme. Et, et donc, ce psychotonus, imaginez cette trame des fascias qui relie la tête aux pieds, les pieds à la tête, la surface à la profondeur. Parfois, dans les chocs, je dis, voilà, les bras m'en tombent, je peux pas tenir. Et donc, tous nos tissus sont hypotonique. Donc j'ai notre exemple, vous voyez la raquette de tennis. Si elle se transforme en filet à papillon, je peux pas jouer au tennis. Et on voit bien les joueurs de tennis, ils testent toujours la juste tension, ou comme un guitariste, voilà. Ils sont sur le juste accordage. Nous, ça, on appelle ça vraiment le psychotonus. Et par contre, il y a des états de tension qui vont mettre trop de tension. Donc nous, par ce psychotonus, on a la possibilité de réguler, on va dire la tension des cordages, donc dans le corps, pour pouvoir réguler aussi une forme de tonus psychique qui fait que la personne, de ce fait, elle va pouvoir rebondir, elle va pouvoir tenir, ce qu'elle ne peut pas faire sinon. Donc c'est pour ça que notre approche, elle est somatopsychique, c'est-à-dire qu'on va déjà dans le corps faire tous ces réglages qu'on peut faire, et puis accompagner psychiquement ce qui reste à faire. Parce que c'est sûr que quand les tissus du corps il y a une inertie ou il y a une trop grande tension, le psychisme, il est en résonance avec ça. Donc, il y a des choses qui ne peuvent, en cas de trauma, en cas de, voilà, dans le domaine de la toute petite enfance, dans ce qui a eu lieu dans la toute petite enfance, quand il n'y avait pas de mots pour le dire. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, la voix corporelle est une voix nécessaire.
en complément, bien sûr, de tout ce qui existe. Hein. C'est pas du tout pour... Il n'y a pas de comment dire, d'échelle. On a parlé de chocs de la société ou de choses qui sont arrivées aux personnes sur le moment ou dans leur vie présente, j'ai envie de dire. Mais on a aussi fait une émission sur le transgénérationnel, voilà. Et souvent, on entend qu'on a une mémoire du corps aussi de nos ancêtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On porte des choses qui nous appartiennent pas. Est-ce que ça s'inscrit dans le corps? Et est-ce qu'on peut aussi, se débarrasser de ça, mais peut-être se remettre bien avec soi, s'alléger de ça, voilà, et se remettre en phase avec son propre corps à soi? Oui, quand on arrive en tant que petit bébé, on n'arrive pas vierge de tout. On dit qu'on porte à peu près 50% de l'énergie du père, 50% de l'énergie de la mère, et l'énergie de ceux d'avant aussi. Donc clairement, dans nos cellules, là, on parle d'épigénétique aussi, de ce qu'on peut récupérer de nos ancêtres. Et moi, j'ai des gens des fois qui me disent, je sens qu'il y a un truc qui va pas, mais j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Et oui, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est pas figé. Effectivement. Et là, c'est pareil. Moi, quand j'ai des personnes qui ont besoin de travailler là-dessus parce qu'il y a déjà eu un cheminement avant, on n'arrive pas comme ça en disant tiens, il y a un truc qui m'appartient pas, en se levant un matin quand même. En général, c'est qu'il y a eu du travail qui a été fait pour arriver déjà à la conscience que oui, on peut avoir des choses qui ne sont pas juste là pour nous, par rapport à nous. Mais après, voilà, moi, dans ma manière de travailler, c'est vraiment encore une fois se focaliser sur le présent. En quoi ça vous gêne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça génère dans votre vie? Comment ça se manifeste ça? Et comment vous avez envie que ce soit pour vous dans le futur? Et du coup, c'est vrai qu'en séance, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on pose toujours un objectif. Enfin, la personne pose un objectif. C'est vraiment donner une direction. Parce que l'énergie, elle va pas se comporter de la même manière selon ce à quoi on pense, en fait. Si je me mets à penser à des choses extrêmement positives pour moi, à des gens que j'aime très fort, en général, mon énergie va plutôt bien circuler. Par contre, si je me mets à penser à des endroits où justement c'est beaucoup plus difficile, il va pas se passer la même chose à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que voilà, en début de séance, on échange toujours sur qu'est-ce qui fait que vous avez pris rendez-vous aujourd'hui, pour que moi je comprenne la situation et que j'aide la personne à aller voir qu'est-ce qu'elle veut de positif pour elle. En séance, vraiment, on se concentre sur le positif pour elle. Donc ça m'est déjà arrivé, hein, des gens, une personne qui me disait être en lien avec sa grand-mère, je me rappelle, et elle vraiment, elle le sentait comme ça. Et à un moment donné, d'ailleurs, voilà, on a travaillé du coup là-dessus pour se libérer ça pour elle. Et à un moment donné, on est arrivé parce que comme je vous disais, les corrections, les méthodes d'équilibration peuvent être très très diverses. Très souvent, c'est des points de stimulation, mais ça peut être d'autres choses, et ça peut être les sons, par exemple. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on était en train d'équilibrer et puis je lui dis: «Mais est-ce que voilà, là, le son, est-ce qu'il y a un son que vous aimeriez faire?» Et elle me dit: «J'ai besoin de crier». Et je lui dis: «Bah, si vous avez besoin de le faire et si c'est maintenant, allez-y». Et elle s'est mise à pousser un hurlement qui a été, extrêmement violent. Enfin vraiment, parce qu'il y avait tout le corps qui bougeait et on voyait bien que c'était pas son cri à elle. Donc ça a été quelque chose, même pour moi en tant qu'accompagnante, ça m'arrive pas tous les jours, je vais être très honnête. C'était énorme et elle m'a dit oui, et sa grand-mère avait eu des violences, etc. Bref, et donc ça a été très très libérateur et en même temps, enfin, je vous dis, moi j'étais vraiment scotchée, hein, très honnêtement. Et elle m'a dit mais c'est pas moi qui ai hurlé. J'ai dit ben j'ai bien ressenti, ça venait d'ailleurs, quoi. Et ça, il y a des choses qu'on explique, des choses qu'on n'explique pas. Moi, c'est pas le cœur de mon travail non plus de travailler là-dessus. Il y a des gens qui savent très bien accompagner. Donc moi, quand les personnes se présentent à moi, je les aide comme je peux avec la manière dont j'ai d'accompagner. Mais parfois, je peux aussi les orienter vers des personnes qui seraient plus aptes que moi à les accompagner. C'est aussi important de voir la limite aussi de nos compétences. Voilà, mais ça, c'est un exemple, voilà, de quelque chose qui était c'est fou. qui était bloqué, mais qui n'était pas à elle. Ça t'est déjà arrivé, Sylvie, des choses comme ça? Oui, ça arrive finalement assez fréquemment. Toi, t'es quand même spécialisée aussi dans la réparation des violences faites aux femmes. C'est un peu venu à toi d'une façon un peu naturelle, j'ai envie de dire. Oui, on va dire que c'est venu à moi d'une façon, en tout cas, où un jour je me suis aperçue qu'effectivement, grande partie des femmes, mais aussi quelques hommes qui venaient, avaient vécu des violences et beaucoup des violences, oui, des abus sexuels, on va dire ça comme ça. Donc, comment dire ça? C'était quoi ta question? Oui, non, est-ce que tu as eu dans le transgénérationnel? Oui, dans le transgénérationnel, je me souviens d'une femme qui disait voilà, moi je viens parce qu'en fait j'ai 40 ans,
on me propose de me faire opérer, de me faire enlever l'utérus. Et en fait, dans la lignée des femmes, en fait, je me suis aperçue que à 40 ans, toutes les femmes se font opérer et enlever l'utérus. Donc, je voudrais comprendre. Donc, ça a été l'occasion d'un cheminement comme ça. Et aussi, je me souviens de quelqu'un d'autre qui, voilà, il y avait les femmes, il y avait beaucoup d'avortements. Et en fait, cette jeune femme, c'était vraiment très touchant parce que elle avait dû se faire, voilà, avorter 6 ou 7 fois, sa mère aussi, et beaucoup de sa grand-mère aussi. Et un jour, cette femme, elle avait un chat, une chatte. Et en fait, la chatte a été enceinte et elle a emmené la chatte se faire avorter. Et c'est en faisant se faire avorter la chatte qu'en fait, elle a pris conscience de toute cette, voilà, de tous ces avortements qui avaient eu lieu dans la famille. Et donc, elle a commencé à réfléchir là-dessus jusqu'à, alors ça a pris beaucoup de temps, mais sur s'apercevoir que en fait, il y a une grand-mère, enfin une arrière-grand-mère plus exactement, qui avait suite à un viol enfin choisi de se faire avorter, et que donc elle avait eu peur, cette arrière-grand-mère, de ne plus jamais pouvoir avoir d'enfant. Et donc elle testait régulièrement sa capacité de fécondation, et en fait elle voulait juste être rassurée là-dessus. Et en fait elle s'est aperçue qu'elle c'était son cas aussi. Et donc elle a pris conscience de ça, et voilà, je l'ai pas revue après, mais en tout cas ça a été une prise de conscience incroyable de ça. Donc en fait, ben oui, il y a tout un travail transgénérationnel qui peut se faire, et aussi ben sur un rapport, comment dire, enfin, ça nous emmènerait loin, ou dans une autre émission que nous ferons bientôt. sur le rapport au corps, sur la violence, sur on va faire une émission sur les violences faites aux femmes. Bon, c'est pas tout de suite, ce sera au mois de novembre, ouais. et on aura le plaisir de te réinviter pour que tu nous racontes. Avec plaisir, oui, parce que c'est vrai que c'est un sujet à part entière. Ouais. On arrive presque à la fin, du coup. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous voulez dire, Aude, Bah moi, je pensais aussi en référence avec le nom de votre podcast, hein, La Flamme. Je relisais avant-hier là une petite phrase qu'il y a dans le livre justement de Touch là, par le fondateur qui s'appelle John T, qui parlait comme une petite bougie, qui voyait le touch comme une petite bougie, voilà, qu'on allait transmettre au maximum de personnes entre guillemets pour qu'elles puissent prendre soin d'elles. Donc voilà, c'est l'envie de transmettre cette petite bougie à vous trois déjà, et puis à toutes les femmes qui nous écoutent derrière le micro. Voilà. Ah, c'est beau, merci. Merci beaucoup. Plaisir, merci de l'invitation. Eh ben moi je veux dire merci déjà. Voilà, prendre ce temps, et puis voilà, avoir à cœur de diffuser de l'information, de dire qu'il y a vraiment beaucoup de moyens de se faire aider, qui n'existaient pas forcément avant, qui existent maintenant. Et oui, j'ai envie de dire moi aussi à ma manière, et donc voilà, grâce à vous, et puis de ce partage fructueux je sais pas, de participer à un monde meilleur et plus apaisé, et en tout cas dans le rapport au corps aussi. Merci ouais. pour cette émission très douce. Mais merci pour nous avoir fait prendre conscience de notre corps. Et à la semaine prochaine pour nous, pour une autre émission. Merci. Merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.